Allié à Caro. Là, ça va aller mieux avec le son. J'avais pas de son. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez me dire si le son il est bon. Effectivement, comme je viens de dire, pas si ma voix est bonne, mais si le son il est bon. Patrice, dis-nous donc ça si on est correct avec les pouces. OK, merci. Il y en a qui envoient des pouces. Merci d'être là. Allô, la merveilleuse. C'est beau, ça, comme nom. La merveilleuse pour la merveilleuse. Génial. Salut, Geneviève. Merci. Ah, quelqu'un qui est fâché. Il est fâché de ma voix ou quoi? Il envoie quelque chose de fâché. Ou fâché de la situation, de la conciliation. Ouais, c'est peut-être plus ça. Ça se peut, ça. Bon, allô, Vicky. Allô, Vicky qui est là. Vicky, notre belle équipe. Écoute, on est vraiment content d'être avec vous ce soir. Donc, je m'appelle Caroline Coiré, je suis intervenante psychosociale. Je vais vous être sur ma page. Vous savez à peu près ce que je fais ou à peu près qui je suis. Donc, je suis propriétaire d'une clinique privée, service psychosocial pas à pas. Ça fait 15 ans que j'accompagne les jeunes et les familles. Et je suis en compagnie de mon merveilleux mari, Jonathan. Salut. Que vous avez vu dans d'autres webinaires aussi. Et j'ai fait la semaine dernière un webinaire sur la conciliation du télétravail et de l'école à distance, qui est un vrai défi pour plusieurs familles en ce moment, dont la nôtre. Puis le webinaire a eu des super bonnes réactions. J'ai eu des tonnes de courriels, autant des questions que des « Hey, merci, les petits trucs que tu as donnés ont été super efficaces à la maison. » Alors, vu le nombre de questions que j'ai reçues, on va faire une partie 2 pour répondre aux questions, celle à laquelle je n'avais pas eu le temps de répondre durant la première partie. Puis, on s'est dit, en fait, en réfléchissant à l'organisation du webinaire, qu'on allait venir à titre de parents aussi, parce qu'on est exactement dans la même situation que vous. Télé pratique pour moi, pas ce soir. Donc, on a le privilège d'avoir mon père à la maison prendre soin des enfants. Donc, mais on est dans cette même organisation-là aussi. Donc, voilà, on est là comme parents ce soir. Donc, très humblement, on va vous partager ce qui fonctionne chez nous, ce qui ne fonctionne pas aussi. Puis, évidemment, à titre de clinicienne, je vais pouvoir vous partager des petits conseils, des astuces, des explications sur le fonctionnement, les réactions de vos enfants. Alors, dites-nous donc, avant de commencer, comment se passe l'école à la maison pour vous autres? Donc, il y en a pour qui, sinon je vais prendre une bouteille d'eau. Il y en a pour qui c'était la première journée, comme nous. Donc, jeudi, vendredi dernier, c'était du travail autonome. Première journée en vraiment télécole aujourd'hui. Ça se passe comment chez vous? Dites-nous ça. Là, c'est le temps de nous envoyer vos bonhommes fâchés ou tristes, si c'est le cas. Le chaos pour Émilie. Ah non. Moi, j'ai pas vécu ça aujourd'hui. Je dormais. Je terminais de travailler de nuit. C'est Caro qui a eu la chance de dealer avec cette première journée d'école à la maison. Oui, parce que Jonathan, il était en congé. Ben, en congé, non. Il travaillait, mais il était en congé de maison. Il était policier, donc un horaire rotatif. Toute la semaine dernière, depuis lundi dernier, il était de nuit. Donc, dans ce temps-là, je suis pas mal une mère monoparentale. Oui, je suis pas très présente. Je fais ce que je peux le soir quand tu as besoin de travailler, mais effectivement, c'est toi qui prends le lead pas mal dans cette semaine-là. Oui, mais quoi que cette semaine, parce qu'habituellement, les soirées, il est là, mais là, quand tu fais des 4 à 4, tu repars trop tôt. Donc, son horaire est un peu différent cette semaine, donc il repartait beaucoup plus tôt, donc j'avais pas mes soirées où je pouvais m'éclipser au travail ou faire des petits trucs pour moi. Fait que Caroline qui dit, elle fait 2 jobs en même temps. Hey. Ah, Tara, salut Tara. Ça commence demain pour Victoria. Ah, dis que j'envoie un gros câlin, un gros bisou. J'espère que ça va bien se passer pour vous autres à la maison. Okay, c'est quoi ce grand message-là qui vient de rentrer? Salut les amis, je m'appelle... Moi, ça sonne bien bizarre, ça. Ah, il vient nous parler de son vieux marabout. Aucune idée c'est quoi ça. Non, faites abstraction de ce message-là. Cliquez pas, c'est de la fraude. Oui, c'est ça. Les grands messages de même, ça m'étonnerait bien gros que ce soit pertinent. Donc, dites-nous ça, mettons de 1 à 10, comment ça se passe chez vous? 10, c'est le chaos total. 1, c'est my God, que c'est comme la perfection. Je dis ici, nous avons 2 jours pour se pratiquer la semaine dernière, alors aujourd'hui, la routine est relativement bien installée. Ça s'est mieux passé. Pas très motivant, mais ma fille a compris qu'il fallait qu'elle fasse le même effort et c'était difficile pour tous. Super! Chantal qui dit « Le Google Meet rejetait les élèves lorsqu'ils se connectaient, donc pas beaucoup de matière. » C'est bizarre, ça.
pour Maryse, enfant très motivé ici, nous sommes chanceux, mais avec les 4 horaires à gérer, j'étais épuisée à 2 heures. Oui, effectivement, ça peut arriver. Ça va arriver. Salut Régina qui est là. Salut Caroline, contente d'écouter. Merci, contente que tu sois là, belle Régina. Bon, donc, ça a l'air assez varié. Entre le chaos, puis on fait notre possible, on va survivre à cette semaine-là. On va souhaiter que ce ne soit pas ces semaines-là, mais cette semaine-là. Donc, Tara qui déjà anticipe la gestion de 2 enfants en cours simultanément. Donc, j'ai eu beaucoup de questions d'enseignantes qui étaient là, qui me disaient comment je fais pour organiser et mon enseignement à distance et mes propres enfants qui sont à la maison et qui suivent aussi l'école à distance. Donc, on va répondre à cette question-là tantôt parce qu'on l'a reçue 2 fois. Donc, on va pouvoir en parler. Avant qu'on commence, qu'on se mette à répondre aux questions, puis n'hésitez pas à nous envoyer vos questions ici. Si vous en avez, on va tenter d'y répondre en plus grand nombre. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, ça a commencé la semaine dernière. Excusez vraiment ma voix, là, je ne m'excuserai pas toute la soirée. Je fais mon gros possible. Excusez si je tousse puis que je me rentre la gorge un peu. Là. Je fais mon possible. Puis j'ai promis que je ne tousserais pas trop dans la rencontre, comme si je pouvais vraiment le contrôler. Donc, aujourd'hui, sur Facebook, j'avoue avoir été fâchée de ce que je lisais. J'ai lu plein de commentaires, à la limite là, haineux, envers le milieu scolaire. C'était, voyons donc, que les profs nous envoient tout ça, puis ça n'a tellement pas d'allure, puis ils ne pensent pas à nous autres. Puis là, j'étais comme, oh my God, que vous ne travaillez pas dans ce milieu-là pour penser qu'ils se lèvent le matin pour vous faire pipe, là. Ces profs-là sont vraiment pas contents, enchantés de faire l'école à distance, puis ils font actuellement des pieds et des mains pour que ça se passe au mieux possible. Donc, s'il vous plaît, par respect pour ceux qui prennent soin de nos enfants à tous les jours, puis qui, malgré la situation de merde, excusez le mot, là, mais malgré la situation pandémique, qui sont encore sur les bancs d'école, à attendre que nos enfants reviennent, puis à faire en sorte qu'ils puissent continuer à être scolarisés à la maison, s'il vous plaît, refusons tout discours violent, haineux envers les profs, envers le personnel scolaire, qui fait honnêtement vraiment leur possible. Puis j'ai eu écho ce matin qu'une enseignante merveilleuse que je connais personnellement a été bombardée de commentaires qui lui disaient combien c'était inacceptable tout ce qu'elle envoyait. Puis, ils ont des règles à suivre, là. Ils ne vous envoient pas ce qu'ils veulent. Donc, ils ont un cursus à suivre, ils ont des travaux à vous envoyer, il y a un minimum qu'ils sont obligés de faire. Donc, c'est vraiment pas de gaieté de cœur qui vous propose ce cursus-là. Donc, soyons vraiment des alliés, soyons solidaires envers le milieu scolaire, formons une vraie équipe, puis soutenons les profs. Ça ne coûte rien d'envoyer un courriel aux profs, de mettre un petit mot sur Facebook. Hein, les gens aiment ça, partager sur Facebook, Instagram, au lieu de propager de la frustration. Puis vous avez 1000 raisons d'être frustrés, ça se peut. Mais au lieu de propager des messages comme ça, s'il vous plaît, propageons de l'amour envers ces profs-là, de la gratitude, des remerciements autant que possible. Donc, beaucoup, beaucoup de respect, s'il vous plaît. Puis en plus, on s'en reparlera dans un autre webinaire, mais on parle énormément des comportements des jeunes actuellement sur les réseaux sociaux, des comportements qui sont inacceptables, violents, haineux, de l'intimidation. Désolée, mais c'est pas mieux chez les adultes. De ce qu'on voit, là, c'est pas mieux. Donc, s'il vous plaît, donnons l'exemple. Soyons très, très solidaires envers le milieu scolaire. Alors, c'était mon seul point qui était très moralisateur aujourd'hui, là. Je vais renchérir là-dessus, juste une petite affaire. Ce soir, on va beaucoup parler de prendre un pas de recul puis de se regarder comme personne puis comme parent quand on regarde nos enfants. Puis là, on va se regarder quand on est des utilisateurs de médias sociaux. Moi, je suis très peu sur les médias sociaux, puis c'est pas un mode de communication que j'affectionne particulièrement, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de mauvais qui sortent de ça, dont la facilité à déverser sa haine puis son fiel sur les autres. Ça crée un anonymat qui fait en sorte qu'on se permet de dire des choses qu'on ne dirait jamais en pleine face du professeur de notre enfant. Ouais. Fait que si vous n'êtes pas prêt à dire quelque chose dans le visage de quelqu'un en face à face
écrivez-le pas sur les médias sociaux si ce n'est pas des belles affaires. De un, c'est du virtuel qui fait du mal aux personnes pour de vrai. La prof qu'on connaît, elle a reçu 47 coups de poing claque d'en face aujourd'hui pour absolument rien. Ça lui a fait des vraies émotions négatives, la vraie peine pour des parents qui n'ont pas géré leur propre frustration, qui se sont sentis le besoin de mettre ça sur les médias sociaux. Prenez un pas de recul, puis utilisez pas cet outil de communication. Le son est là, excusez. Le son. Le son, excusez. J'espère que... Ça fait combien de temps, mettons, qu'on ne nous entend plus? Tu as accroché le fil du micro? Ben oui, vous avez bien raison que j'avais accroché le fil du micro. Tiens, je vais le mettre de même pour plus le repiquer. Ah, excusez. Merci d'avoir vu. Ah, donc, bref, on était, je pense, rendu à dire que... Ah, 3 minutes, non. Ça fait 3 minutes qu'on ne nous entend plus? 2 minutes. Okay. Avez-vous eu le bout, mettons, qu'on demandait de ne pas déverser depuis que tu as repris la parole? Ah, OK. Ça fait pas t'entends. Ça a coupé lorsque le conjoint parle. Donc, vraiment, tu revenais sur... Oui, vraiment, l'utilisation des médias sociaux. Utilisez pas ça comme un mode de communication pour déverser votre frustration. Vous allez créer des vraies émotions négatives, de la vraie peine chez des vraies personnes pour vous. Je ne sais en quoi ça nous fait du bien de déverser ça. On est capable de gérer notre propre frustration sans garocher ça sur les autres, puis le peindre ses murs, hey, je me sens pas bien. C'est pas nécessaire que tout le monde voit ça. Ça nous garde juste dans l'impuissance. Ça nous garde dans l'impuissance. Puis ça alimente la colère, ça alimente la frustration face à la situation qu'on est là. Puis de toute façon, on est dedans. Combien même qu'on crierait sur tous les toits, qu'on est en colère, qu'on est frustré, qu'on est écœuré, la situation est telle que telle, il faut faire avec. Donc, donnons-nous les moyens, donnons-nous les meilleurs moyens, les meilleures conditions pour que ça se passe au mieux. Puis, ben, c'est dans cette optique-là qu'on est là ce soir. Voir, comme parents, hein, la semaine dernière, je vous disais, on est tous dans le même bateau, que je vous propose un bateau, s'il vous convient, suivez-le. On essaie de faire notre mieux. Et cliniquement, j'essaie de faire mon mieux pour aider les familles. Il y a des grands besoins en ce moment, depuis les dernières années. La pandémie a exacerbé beaucoup de défis dans les familles, dans les écoles. On va se donner les moyens d'avancer tout le monde en même temps et de créer du beau avec tout ça. Oh, ma belle Vicky qui est là. Elle dit, vous êtes les plus beaux. Quel beau couple inspirateur. Je t'aime d'amour, ma belle chérie. On se voit vendredi, moi et Vicky. Non, si vous êtes intervenante professionnelle du milieu de l'éducation, de la relation d'aide, moi et Vicky Bois, qui est psychoéducatrice, propriétaire de SOS Changement, on fait une formation, c'est Nouveau regard sur les besoins des jeunes. Donc, tous les détails sont sur la page Facebook si vous avez envie de nous rejoindre. Donc, une belle formation accréditée. Donc, vous allez pouvoir nous rejoindre. Donc, moi aussi, je t'aime, ma belle amie. Donc, allons-y. Dans les questions qu'on a reçues, il y en avait vraiment beaucoup. Puis, on essaie de voir par où on prend ça. Et on se disait que la plupart des questions qu'on a reçues, on va quand même prendre le temps d'y répondre, on parle de chicanes dans la fratrie, des chicanes de frères et sœurs qui n'arrêtent plus. C'est pas différent chez nous. Hein, on a des enfants, 2 filles, 3 ans, 6 ans. Ça chicane souvent. C'est pas parce que je porte le chapeau d'intervenante qu'il n'y a pas de chicane chez nous. Pas loin de là. Donc, les questions qu'on a sont au niveau de la chicane entre les enfants. Comment réussir à concilier l'ensemble, le travail, famille, responsabilité et tout ça. Comment pas trop se drainer. C'est quoi le temps d'écran suggéré? Comment faire que les enfants ne dérangent pas trop? Puis des trucs pour survivre comme personnel scolaire qui est là en soutien aux élèves. Donc, dans toutes ces questions-là, on a relevé un point central qui est l'organisation.
comment on va faire pour organiser au mieux notre vie de famille, pour limiter la chicane dans la fratrie, pour limiter les moments où les enfants vont venir nous solliciter, nous déranger, pour éviter qu'on ait toujours à ramener à la tâche notre enfant, puis qu'il soit tout le temps distrait, puis parti dans l'une. Donc, on va se donner les moyens dans l'organisation. Puis dans l'organisation, bien, il y a toutes sortes de choses qu'on fait à la maison, très humblement, puis qu'on suggère dans notre travail. Aussi, Jonathan, il est policier. Donc, il fait un beau travail de policier depuis 10 ans. On l'avait présenté dans ce que tu fais dans l'autre webinaire. Il est agent pivot en santé mentale. Il siège sur un conseil d'administration d'un centre de crise. Donc, la santé mentale, ça fait partie des discussions. Puis, dans l'organisation, autant d'une personne que d'une famille, que d'une équipe de travail, il y a des choses qui font en sorte que ça marche. Qu'on soit d'un milieu de travail, qu'on soit à la maison, qu'on soit d'un poste de police, dans une clinique ou à la maison, il y a des choses, des éléments qui doivent nécessairement revenir. Puis, l'élément que tu as nommé d'emblée, qui était, je vais essayer de nommer, on va les nommer tout de suite pour vous faire un survol, puis on les détaille plus en profondeur. On va dire nos attentes. On va revoir nos attentes dans une situation qui est particulière. Nos priorités. Il faut prioriser notre travail en fonction de qu'est-ce qui est le plus important. Parce que c'est pas vrai qu'on va réussir à tout faire. Si on pense tout faire, on va rien faire. Puis ce qu'on va faire, on va le faire tout croche. On est incompétent dans tout. On priorise l'essentiel. Et si résistant, on fait le reste. On se répartit les tâches en étant une équipe. L'équipe, c'est les parents. C'est le couple ensemble, c'est les parents séparés qui, espérons-le, sont capables d'être une équipe dans un moment qui va les solliciter. C'est les parents et les enfants. On est capable de se parler et de former une équipe avec nos enfants pour passer au travers de cette semaine ou de ces semaines-là. Mais je pense que si on joue sur ces aspects-là, on devrait être capable minimalement d'améliorer notre situation, mais il n'y a pas de solution miracle. Puis ça peut être une semaine difficile, puis on va tous se coucher fatigués, tout le monde. Notre société n'est pas faite pour fonctionner comme ça. Elle n'est pas faite pour l'école à distance. C'est les deux parents qui travaillent avec les enfants à la maison. On va faire de notre mieux, mais... Puis elle n'est pas faite pour qu'un prof qui est dans sa propre vie de famille soit en train d'essayer d'enseigner à nos enfants. On va se le dire, là. Donc, ça nous permet de faire notre saut tout de suite à revisitons nos attentes. Oui. On avait une question qui était comme parfaite. Là. Comment faire pour réussir à faire les travaux, travailler, tenir la maison, faire des repas qui ont un minimum d'allure et ne pas se coucher complètement épuisé? On va revoir nos attentes. Parce que c'est impossible. Personne n'est tenu à l'impossible. Personne n'est Superman, personne n'est Superwoman. On est tous des humains, on est faillibles, c'est difficile. Fait que les attentes vont aller en fonction de tes priorités. Revois tes attentes à la baisse. Est-ce que c'est important de tenir la maison? Il y a un minimum à faire. Est-ce qu'il faut que le manger ses planchers puis que tout le linge soit plié? Non, il faut que le linge soit propre. Puis qu'on soit capable d'aller le chercher. Si c'est ça cette semaine, qu'il n'y a pas personne qui va plier le linge, tant pis. Pour ceux qui veulent que tout soit parfait, ben là, il va falloir travailler sur soi parce que vous allez complètement vous épuiser. Puis dans les priorités, j'espère, je vais t'assumer ma bouteille d'eau puis ça arrête de se faire scrunch. Dans les priorités, j'espère qu'on va inclure le bien-être. C'est bien plus prioritaire d'être bien puis d'assurer l'équilibre psychologique que de plier un paquet de linge puis de mopper le plancher. OK? Il y a une différence entre vivre dans une soie cochon, qui n'est pas bon pour la santé mentale, ceci dit, puis justement ranger nos choses, mais que ce ne soit pas à la perfection, que ce ne soit pas une maison digne de ce qu'on voit sur Pinterest. Okay? Il y a une différence à faire entre les deux. Puis dans, justement, les attentes, bien, de se dire qu'on va faire de notre mieux, mais d'agir sur ce sur quoi on a du contrôle. Puis s'attendre à ce que tout se passe bien, bien, malheureusement, on va être tout le temps frustré. Il va y avoir des pépins. Il y a eu plein de pépins informatiques aujourd'hui. Moi, je suis la première. Mégane, elle disait « Maman, j'ai pas de son, j'ai pas de son. » J'avais tout préparé l'ordi d'avance. J'avais tout branché. Puis on avait pris l'ordi à Joe, puis l'ordi à Joe n'a pas de son si c'est pas branché avec un fil ou un micro. Donc là, moi, je pensais qu'on était toutes prêtes. J'ai commencé mes trucs de l'autre côté. Puis finalement, Mégane vient me chercher. « Non, maman, j'ai pas de son. »
OK, mais il va en avoir des pépins comme ça. Donc, l'attente de ne pas être de vivre une journée parfaite. Elle ne sera pas parfaite, notre journée. Puis dans les priorités, ça fait longtemps qu'on fonctionne comme ça à la maison, c'est pas qu'est-ce que moi j'ai à faire, puis qu'est-ce que toi tu as à faire. C'est qu'est-ce qu'on a à faire ensemble, puis c'est quoi la priorité de ça. Puis on se dit, c'est comme si j'ai 50 choses à faire, tu as 50 choses à faire, ça fait un total de 100 choses à faire. C'est pas, moi, quand je fais mes affaires, c'est fini, puis toi, quand tu fais tes affaires, c'est fini. C'est est-ce que dans ce qu'on fait des priorités, les semaines, justement, où tu travailles à temps plein, que tu es de nuit, que tu n'es pas là, il y a des choses que j'arrive pas à faire. Genre, il y a beaucoup de linge qui t'attend. C'est tout le temps lui qui se ramasse à plier le paquet de linge. Il dit que 5 personnes dans la maison, ça en fait du linge à plier. Puis, c'est clairement pas une priorité de plier le linge. On pige du linge propre tous les jours. J'ai pas le temps de plier ce linge-là. Puis, ben, les priorités, quand il revient et qu'il est là toute la semaine, ben, moi, j'ai besoin des blocs de travail où je m'en vais. On a besoin de préparer nos repas ensemble. On a besoin de passer du temps ensemble. Donc, après ça, ben, des fois, ben, souvent, je suis très fatiguée. Puis si on se mettait à se dire, ben, moi, je me repose 50 du temps, toi, tu te reposes 50 du temps, on va saillir. Parce que quand je vais être fatiguée, je vais avoir besoin de dormir, je vais être frustrée que toi, tu te relaxes. Puis l'inverse va être vrai aussi. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pas 50-50. Non, c'est pas 50-50, c'est deux personnes. C'est pas deux personnes qui vont parallèles dans la même direction. Déjà, parallèle, c'est pas si pire, c'est mieux que Mais on n'a pas la même trajectoire. C'est deux personnes qui se supportent. Comme là, Caro m'a permis de dormir de jour à s'occuper des enfants parce que là, je travaille la nuit. C'est un peu plus difficile sur le système. C'est ça, c'est dur le travail de nuit. Mais là, je tombe en une semaine de congé. Ben, là c'est moi qui la supporte, elle. Là, c'est parfait. Travail, je vais donner un coup de main, je vais faire le plus possible. Puis je n'ai pas calculé ce que j'ai fait cette semaine, je ne calculerai pas, puis je vais faire tout ce que je peux pour te donner. Puis on ne peut pas vivre dans les qu'est-ce qu'on se doit, un à l'autre. Là, moi, j'ai pris du temps pour me reposer. Fait que là, il faut que ce soit égal, que tu aies le temps de temps, quand c'était possible qu'on puisse sortir. Là, moi, j'ai pris une soirée avec les filles. Fait que là, il faut absolument que tu prennes une soirée avec les boys. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais fonctionné comme ça dans notre couple. Puis... Je suis content que tu aies pu te reposer. C'est ça. Puis c'est ça. Je sais que tu es content quand je me repose. Mais les priorités, je pense que c'est comme ça que humblement vous invite à le faire parce que honnêtement, notre couple s'en porte très bien pour ça. Mes priorités et ses priorités sont mes priorités. Quand lui a besoin de quelque chose, j'ai besoin que ça se passe pour lui, pour qu'il aille bien, pour que notre couple aille bien, pour que notre famille aille bien, pour que j'aie son soutien avec les enfants. Donc, c'est super important. Puis, je ne pense pas que c'est la réalité que tous les couples fonctionnent comme ça. Mais c'est une invitation à revoir qu'est-ce qui fait qu'on est frustré contre notre conjoint, qui n'a pas plié le bac de linge, qui n'a pas vidé le lave-vaisselle, qui n'a pas aidé. Ces frustrations-là, voyons-les comme des invitations à faire autrement, puis à revisiter nos façons de faire. Puis ça, c'est assez central dans nos interventions cliniques. Puis on voit souvent, très souvent, un enfant pour lequel on a besoin de services. Il est anxieux, des difficultés comportementales, tout ça. Puis quand on accompagne la famille, un peu, on accompagne les parents, on travaille avec eux, on se rend compte qu'il y a des insatisfactions personnelles, puis il y a des grosses insatisfactions dans le couple. Bien, ça, c'est prioritaire avant de prendre soin de l'enfant. Parce que quand le couple fait qu'on limite les frustrations, qu'on limite le stress, l'anxiété à la maison, ça se fait tout de suite sentir sur les enfants. Des parents qui vont bien, ça rayonne. Des parents qui ne vont pas bien, ça se sent. Puis même si on n'utilise pas les mots pour le dire à nos enfants, puis qu'on dit oui, ça va, les enfants le ressentent. Donc, revoyons nos priorités, à voir, mais cette semaine, concrètement, c'est quoi qu'on a à faire? Prenez-vous le papier, crayon, feuille. Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire cette semaine? Puis là, on établit nos priorités. Puis c'est pas juste une liste de tâches, parce que je pense qu'on peut commencer comme ça, une liste de tâches, puis après prioriser les tâches. Oui. Parce que c'est une chose de dire, bien, je veux faire le ménage, le lavage, faire tout ce qu'on a à faire, puis ce qu'on souhaite faire, qui n'est pas tout à réaliser. Ça se fait, qu'est-ce qui se fait habituellement? On le note, puis la version passe au travers. Ça, il faut absolument que je le fasse cette semaine. Ça peut être reporté. Ça, je le fais. C'est vraiment important, puis il faut que j'aille 100% à la paix. Es-tu capable de te libérer un moment pour que j'aille cette période-là? C'est ça, se supporter. Là, on va s'organiser ensemble. Il y a un bout que ça, il faut absolument que je le fasse, puis je ne peux pas me faire déranger. C'est prioritaire pour mon travail. Ben, parfait, on va trouver une solution. Ce n'est pas deux personnes qui travaillent chacun de leur côté. On est beaucoup plus fort quand on forme une équipe. T'sais. Une équipe, c'est pas 2 fois plus fort, c'est 3 fois plus fort. Oui, puis
comme on se disait, dans les priorités, l'importance de faire la liste et de prioriser, c'est que sinon, on se met à faire tout ce qui est plus facile, qui demande moins de temps, qui demande peut-être moins d'organisation. Puis après, on est anxieux parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qui était prioritaire. Donc, dans n'importe quoi que ce soit dans votre travail ou même vos enfants dans leur organisation, aux petits cocos, cocottes qui viennent me voir ici, je leur fais faire des petites listes de ce qu'ils ont à faire. Puis après, c'est quoi l'ordre de priorité là-dedans? Puis ça, c'est beaucoup dans l'organisation scolaire des adolescents qui vont faire ça. De dire, ils disent, je suis dépassée, j'y arrive pas, je suis stressée, je vis de l'anxiété de performance, j'y arrive pas. Puis on fait une liste, puis après on revoit là-dedans, dans ta longue liste de 15 affaires à faire, c'est quoi l'ordre de priorité? Parce qu'une fois que tu as clairé ça, l'anxiété fait parce que tu es souvent autant anxieux que ce que tu as à faire est important. Donc, plus c'est important, plus ça va générer de l'anxiété, surtout si ce n'est pas fait. Donc, priorisons, ça va faire une grosse partie de la job, ça va diminuer les tensions dans la maison. Puis en diminuant les tensions, il y en a moins entre nous, il y en a moins sur les enfants, parce qu'on devient irritable. Moi, la première, je deviens super irritable. Si j'ai des choses que je n'ai pas réussi à faire, je deviens anxieuse. Puis je suis plus à risque d'être bête. Et avec toi, avec les filles, d'être moins tolérante. Puis après ça, c'est comme, OK, c'est parce que je peux pas, là, je ne peux pas fonctionner comme ça avec ceux que j'aime le plus au monde. Parce que malheureusement, c'est ça qui arrive. On tombe sur la tomate de ceux qu'on aime le plus au monde. Puis ça crée beaucoup, beaucoup de culpabilité. Donc, si on revient à l'organisation, bien, révisons nos attentes, revoyons les priorités en couple. Puis, je voyais un couple dernièrement, un couple de parents séparés. Je les vois ensemble. Et c'était notre première rencontre qu'on le voyait ensemble. Une garde 7-7, donc 50-50. Puis on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de frustration, tout ça, parce que dans le 7 jours d'un des parents, il y avait des besoins qui n'étaient pas répondus, puis dans l'autre 7 jours, des besoins. Puis finalement, au terme de la rencontre, c'était comme la finalité était est-ce que le mercredi, tu peux me dépanner? Puis est-ce que le vendredi, tu peux me dépanner? Tu sais, les deux se sont comme redonnés des journées à oui, on va s'en tenir à un canevas 7-7, c'est ce qui fonctionne bien, mais quand on a besoin d'aide, de se faire dépanner, de répondre aux besoins des enfants, on est une équipe, on est capable de pouvoir continuer à compter un sur l'autre. Puis, je sais que quand on se sépare, ben, c'est pas nécessairement parce que le couple allait bien, mais on reste des parents. Les parents vont toujours rester des parents, donc c'est super important de tout faire pour être capable de rester une équipe. Je veux juste faire un appel parce que c'était revenu dans notre premier webinaire qu'on avait fait ensemble. Si vous vivez une relation de violence conjugale et vous êtes séparés, ce qu'on vous dit ne s'applique pas à vous. Oui. Merci de le rappeler. Super important. Ne faites pas allier avec le parent qui était, le conjoint qui était violent, ça ne s'applique pas. Ça ne fonctionne pas. Okay. Mitch Raymond qui dit vraiment intéressant, une belle équipe. Oh, allô, ma belle Caroline, qui dit vous êtes tellement inspirant. Je t'aime, ma belle Caro. Donc, répartition des tâches. Fait que, à la maison, on est traditionnel, moderne. on est très fonctionnel. Oui. On est surtout fonctionnel. On a chacun les tâches dans lesquelles on est bon. Ouais. On prend les décisions ensemble. Il y a des affaires, tu vas prendre le lead, d'autres, je vais prendre le lead, les décisions importantes, on les prend ensemble. Puis, on va faire ce que l'autre a besoin qu'on fasse. Si c'est le linge qu'il faut que je fasse, ben, je vais te faire le linge. Si éclairer la maison, ça va te donner un coup de main parce que tu n'as pas eu le temps. Mais... Fait que s'appuyer sur l'autre. Puis si on a évalué nos priorités, puis que tes priorités, c'est les miennes, ben quand là, la priorité à gérer en famille, c'est la tienne, ben moi, ma job, c'est de supporter. Oui. Mais c'est la même chose, parce que puis répartition, ça n'a pas besoin d'être statique dans le temps. Puis d'abord, c'est vraiment pas dans une maison, la répartition des tâches est loin d'être statique. Mais dans la répartition des tâches, quand là, on a un projet qui est l'école à la maison, la répartition des tâches est clairement différente. Quand j'ai un projet de travail, je dis j'ai pensé à ça. Moi, je parle de mes projets de travail, évidemment, avec mon mari. Donc, j'ai tel projet, puis là, j'en besoin de plus de temps, puis j'ai besoin de ça. C'est comme, OK, cool, comment on fait pour que ça se passe? Quand toi, tu as un projet, la même chose. Donc, voyons-le comme un projet cette semaine. Donc, comment on organise ce projet-là pour qu'on arrive au bout le plus indemne que possible. Je pense que ça va être le plus efficace comme ça. Puis, il y a comme des mots-clés ce soir. Puis, un des mots-clés qu'on a déjà dit, c'est opportunité. Cette semaine, c'est
Puis même, en réalité, la pandémie, puis tout ça, c'est une opportunité, si vous êtes capable de prendre un pas de recul, d'observer. Vous allez observer votre couple, observer le comportement de vos enfants. Observez-vous. Observez Combien de personnes soi-même. disent, je suis drainée à la fin de la semaine. Tout ça, c'est de l'information. C'est de l'information qu'on peut aller chercher. Si plutôt qu'être des irritants, c'est des informations qu'on va chercher, puis on se dit, ah, mais ça, c'est parfait, je vais travailler là-dessus pour le reste. Si on est trop dedans, qu'on a le nez dedans, on est tout le temps enseveli, tout ça, on n'a pas le temps de gérer les affaires. Si on est capable de prendre un pas de recul, c'est une belle opportunité de dire, il y a telle affaire qui ne fonctionne pas, qu'on pourrait travailler, puis on a des questions sur lesquelles on va continuer à faire du pouce là-dessus. Donc, mais notre quatrième élément dans les 4 éléments clés de l'organisation, on l'a couvert, l'équipe. Ouais, pas mal. Comment on est une équipe qu'on se donne les moyens de l'être. Belle Céline, c'est Dr. Lamy. Ah oui, salut. Céline, une merveilleuse pédopsychiatre que j'adore, j'ai eu le plaisir de découvrir cette année. Première fois que je te vois avec monsieur, c'est mon monsieur, je te le présente, Céline. Donc, cool que tu sois là. Il y a des beaux projets à venir avec Céline, une personne extrêmement bienveillante et pertinente. On saute dans les questions? Ouais. La première, on a répondu un peu. Ou voulais-tu qu'on... Non, vas-y. Juste tourner. J'ai l'impression que... Fait que, comment s'y prendre quand notre enfant, côté travail scolaire, a besoin d'être mis constamment à la tâche, décroche d'un rien et doit être accompagné et que nous-mêmes, on sera peut-être en ligne avec nos élèves ou en formation à distance? C'est là où on a parlé d'opportunité de se regarder. Puis là, vraiment, c'est cliniquement que j'ai envie de vous dire, votre enfant, il n'est pas différent cette semaine chez vous qu'il l'est à l'école. OK? C'est dur comme parent parce qu'on dit non, mon enfant, il n'est pas de même à l'école. C'est pas vrai, je ne l'élève pas comme ça. OK? Puis, tu le viens de tantôt, quand notre enfant fait des affaires qui ne nous plaisent pas, on se tape dessus parce qu'on dit c'est quand même moi qui l'élève, fait que j'ai pas envie qu'il fasse ça. Ça peut être très dur pour l'ego. Mais cliniquement, c'est ce que je vois. Les enfants qui ont de la difficulté d'organisation à la maison en ont tout autant à l'école. Il y a quand même quelque chose dans le contexte là, qui est très difficile. Là. C'est sûr que si on n'a pas d'espace de travail, juste le fait d'être à la maison, ça va venir jouer sur l'organisation, peut-être la motivation, le déroulement de la journée. Mais c'est très, très rare qu'un enfant qui est extrêmement organisé, tout à coup, va devenir désorganisé. Qu'un enfant qui est extrêmement patient devienne tout à coup extrêmement impatient à l'écran. Qu'un enfant qui est capable de tenir à l'école sur sa chaise, qui là, tout à coup, est incapable de tenir en place à la maison. Donc, votre enfant, il n'est pas tellement différent de ce que vous voyez. Puis, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de parents, cette semaine, qui vont écrire ces médias sociaux, « Thank God qu'il retourne à l'école lundi prochain ». Mais ce n'est pas plus facile pour le personnel scolaire. C'est qu'on met plein de choses en place à l'école pour que ça se passe, pour que votre enfant soit capable d'être attentif, concentré. Donc là, on dit, c'est une invitation à s'observer. C'est de se dire, OK, si cette semaine à la maison, j'observe que mon enfant, il a beaucoup de difficultés dans l'organisation, bien, qu'est-ce que je vais faire pour développer la capacité d'organisation de mon enfant? Si mon enfant est incapable de s'organiser en 2 meets, puis de gérer son temps, ou que j'ai un petit buffer d'1 heure entre sa fin d'école, ma fin de travail, et qu'il est incapable de s'organiser, qu'est-ce que je fais pour aider mon enfant à être capable d'occuper ses temps libres, puis être capable d'utiliser sa créativité pour s'occuper? Si mon enfant n'est pas capable de décrocher de la tablette, qu'est-ce que je vais faire concrètement pour gérer le temps d'écran? Donc ça, c'est super important parce que c'est comme ça qu'on va favoriser le développement de l'enfant. Et c'est pas parce que la semaine va finir que ces capacités-là vont revenir chez l'enfant. Donc, il ne sera pas tout à coup ultra organisé lundi prochain quand il va rentrer dans la classe. Il ne sera pas extrêmement autonome s'il n'est pas du tout à la maison. Donc, voyons-le comme une opportunité. Tapons-nous pas sur la tête. Ce qui est arrivé est arrivé. L'important, c'est de voir maintenant qu'est-ce que je fais de ça. Puis, tu sais, ce qui est arrivé avec la dernière école à la maison, ce que je vois, c'est des parents qui ont consulté, qui ont fait « Hop, ça se passe pas, mon enfant n'est pas organisé, il n'est pas autonome, il a de la difficulté. Hop, il retourne sur les bancs d'école, c'est « Oh, tant mieux, c'est réglé, je ne le vois plus dans ma maison. » Et qui là redébarque dans mon bureau à dire « Ça recommence. » Mais il faut que
il faut développer ces habiletés-là, il faut développer les compétences, il faut développer ça chez notre enfant, il faut l'exposer à des situations qui vont lui permettre de faire ces acquis-là pour que ça se passe. Donc, c'est là où c'est une invitation, non pas à se culpabiliser, à se taper sa tête, on est bon comme parents pour faire ça, mais à vraiment être extrêmement responsable et se dire, concrètement, cette semaine, dans les défis que j'observe chez mon enfant, qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ça juste un petit peu? Si vous avez l'impression que l'organisation est à 5 sur 10 chez votre enfant, qu'est-ce que concrètement vous allez faire pour que ça grimpe à 5,5, 6 sur 10? Donc, concrètement, ça peut être de l'aider à se faire une feuille de tâches, tout ce qu'il a à faire dans sa journée, de lui donner des tâches structurées et de l'aider à s'organiser dans ces tâches-là. Ça demande de l'accompagnement, de la supervision, de la modélisation. Je vais le faire devant toi, je vais t'expliquer la tâche, je vais te demander de le faire, puis surtout, je ne vais pas tout le temps le faire à ta place. Parce que des fois, c'est facilitant. Comme les filles, on a des enfants de 3-6 ans, donc c'est sûr que si on veut que ça roule, on le fait à leur place. Tibidou bye c'est fait, là. Mais c'est pas comme ça qu'on va leur apprendre. Non. Puis c'est ça va prendre plus de temps, mais on va développer leur autonomie. Combien de fois, à l'épicerie avec les 2 filles, quand c'était facile d'emmener 2 enfants à l'épicerie, quoi que j'ai jamais arrêté pour autant de faire, qu'on me disait, mon Dieu, madame, vous êtes courageuse d'emmener vos enfants à l'épicerie. Parce que Jade crie, Jade pleure parce qu'elle n'a pas tous les biscuits qu'elle demande, Mégane court dans les allées. Puis, qu'on me dit, mais voyons, vous êtes courageuse d'aller avec vos enfants à l'épicerie? Je dis, mais mon enfant ne prendra jamais à se comporter dans des situations sociales si je ne les sors jamais. C'est pas d'attendre qu'ils vieillissent qui va faire en sorte que tout à coup, ils vont bien se comporter, puis ils vont avoir un comportement agréable, respectueux, puis comprendre la vie en société. Donc, il faut qu'ils vivent des expériences, les enfants, et c'est à travers l'expérience qu'on apprend. Donc, voyons cette expérience-ci comme une occasion, justement, d'apprendre. Donc, dans la question, je me disais comment on fait pour organiser, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour organiser les gammes? Comment on fait pour la ramener à la tâche? Ah, ça, je vais encore te laisser parce que moi, je faisais dodo aujourd'hui, c'est toi qui l'as vécu. Mais en même temps, il y a pour plein de raisons qu'on a besoin de ramener à la tâche, pas juste quand on fait les devoirs. Oui, effectivement. Fait que, il y a ça, on a toujours tapé sur le clou de l'autonomie, puis de dire, quand tu rencontres un défi, là, ben, tu trouves une solution. Trouve une solution, c'est un mot que je dis. C'est une phrase que je dis. Par contre, juste c'est sûr que les gens comprennent bien, parce que nous, on se comprend ce qu'on veut dire par autonomie, mais c'est l'autonomie en fonction de là où l'enfant est rendu. On ne s'attend pas à ce que ni Mégane ni Jade s'organisent seuls à l'auteur de 3 et 6 ans. Donc, c'est développe une autonomie normale pour l'âge qu'elles ont. C'est ça. Moi, quand j'évalue une situation où Mégane Mégane 6 ans fait quelque chose, ben, il y a des choses que je m'attends à ce qu'elle soit capable de faire, puis il y a un bout aussi que je comprends que je vais donner un coup de main. Donc, s'attendre à ce qu'elle s'organise seule devant l'écran, c'est impossible. Ça se peut que ce soit exagéré. Ouais. C'est impossible. Je vais lui demander d'aller au maximum de ce qu'elle est capable de faire, puis possiblement un petit peu trop loin pour que ça soit difficile, qu'elle soit confrontée, puis qu'elle apprenne. Puis après ça, je vais... Il y avait des défis où elle se dépense, parce que c'est jamais... Puis ça, je sais que, pas que tu pousses, parce que c'est pas le moment de pousser, là. Je dis souvent, tu es exigeant par amour. Tu lui demandes des choses qu'on sait qu'elle est capable de faire, puis on lui en demande des fois un petit peu plus parce qu'on sait qu'elle est capable de relever ce défi-là avec notre soutien, notre accompagnement, notre encadrement. Puis elle vient un succès, puis elle est super fière d'elle après. Mais on n'est pas exigeant de là, oui, je t'en demande, puis ça se passe pas, là, c'est pas dans ce sens-là. Pour amener à la question, je vais pousser à ce que, ou lui expliquer, ou s'asseoir puis discuter, puis encadrer sur le fait que tu vas faire de ton maximum avant, puis tu vas essayer des choses, tu vas relire la question, tu vas poser des questions, parce que c'est un écran, mais il y a encore un professeur de l'autre bord. J'imagine. On avait une période d'écran aujourd'hui avec la prof qu'on pouvait poser des questions. Tu vas poser la question, puis si au bout de toutes ces démarches-là, tu n'as toujours pas trouvé ta solution, là, tu viendras me voir, je vais te donner un coup de main. Puis en plus, là, comme parent, si je sais que ça, c'est entendu que tu l'as fait, mais c'est beaucoup moins frustrant pour moi que là, je sais que si tu viens voir, si tu as épuisé les solutions, je m'en viens, on va régler ça. Mais il faut les avoir vues avant les solutions. C'est pratique. Ça, c'est important. Mais là, on va prendre l'exemple de Mégane, qui a 6 ans. Mais quand on s'est connecté au Zoom, d'abord, on est privilégiés. Mégane adore l'école. Donc, à 7h15, elle était prête à commencer son cours qui commençait à 8h30. Donc, mais tu sais, c'était lui montrer juste comment tu coupes ton son, comment tu le réactives. Si tu actives ton son par erreur, puis ton enseignante te dit
Regarde, ferme ton son, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je te le remonte. Ton matériel, il est où? Pas plus, pas moins que le matériel qui est demandé. Donc, elle me disait, oui, mais elle aime ça, mais regarde, avoir tous ses cahiers avec elle. Non, 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 pas tous tes cahiers. Tu vas être tout pêle-mêle là-dedans. Prends ce dont tu as besoin seulement, écarte le reste. Donc, on lui donne les meilleures conditions. Mais si après ça, tu ne peux pas fonctionner, et là, aujourd'hui, nous, on a une amie américaine qui fait l'école à la maison avec nous. Ses parents travailleurs essentiels. Donc, la petite Juliette a fait le cours avec nous à la maison. Comment vous pouvez vous entraider, les filles? Donc, des fois, Mégane bûchait sur un mot, Juliette aidait à lire. L'inverse arrivait aussi. Donc, elles s'entraidaient. Et après, au bout de tout ça, venez me voir. Mais je les entendais, là, se trouver des petites solutions, puis réfléchir, puis essayer. Puis moi, quand ils venaient me voir, ben, ils étaient à bout de solutions, puis c'est normal. On ne peut pas s'attendre à ce que les enfants ne nous dérangent pas. Puis malheureusement, c'est ce que je lis un peu sur les médias sociaux. C'est quoi les trucs pour qu'ils nous laissent tranquilles travailler? Et il n'y en a pas de trucs. Je veux dire, les enfants ne peuvent pas, ils ne font pas l'école seuls. Ce n'est pas dans la définition de l'école. Tu ne peux pas faire ça tout seul. On a besoin d'aide et ce n'est pas dans la définition d'un enfant de s'organiser seul. Donc, après ça, c'est de voir comment on les aide à s'organiser. Donc, le matériel, seulement ce dont ils ont besoin. Un espace de travail qui est libre, oui. de stimuli, de choses qui vont se concentrer. D'ailleurs, à ce niveau-là, si je vais chercher en même temps, j'ai préparé un outil que vous allez pouvoir télécharger. Je peux le prendre tout de suite, je vais vous le partager. Je vous envoie ça dans zone de chat. Est-ce que vous le voyez? Je vous ai préparé des outils que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Et voilà, c'est envoyé. Donc, j'ai créé un outil qui est une liste de matériel dont ils ont besoin. Une feuille par jour, votre enfant écrit tout ce dont il a besoin pour faire sa journée d'école. Il place son matériel en faisant ses petits crochets. Ça, c'est des stratégies pour développer de l'autonomie. Après ça, par contre, quand on utilise un outil comme ça, on ne le fait pas à leur place, on ne le fait pas par-dessus eux. On s'assure qu'ils ont tout. Quand ils font les petits crochets, on les laisse sortir leur matériel. Ce que tu as mis comme crochet, c'est vraiment ce que tu as placé devant toi. J'ai créé un deuxième outil aussi qui est pour des enfants un petit peu plus vieux, qui est 3 stratégies pour s'organiser s'ils bûchent sur une question, qui ne sont pas capables dans les périodes de travail autonome, des séquences où ils ne sont pas capables de poursuivre. Donc, je donne toutes sortes de stratégies pour aider l'enfant à être capable de poursuivre. Puis une section où ils peuvent écrire leurs questions pour vous après s'ils ne sont pas capables d'y répondre. Puis, le troisième outil, c'est un outil de planification quotidienne pour aider l'enfant à voir qu'est-ce que j'ai à faire pour l'école, qu'est-ce que j'ai à faire comme tâche, responsabilité à la maison, parce que ça, c'est une belle façon d'occuper les temps libres. Hein? Les petits buffers, ils peuvent participer, on dit qu'on est une équipe. On leur donne des missions dans la maison aussi pour vous aider, pour s'entraider. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la maison? C'est quoi la responsabilité? Et j'ai laissé un espace pour qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de moi? Parce que c'est super important qu'ils prennent soin d'eux à travers tout ça. Puis on leur dit, c'est une période qui est un peu plus difficile, on fait beaucoup d'efforts, donc c'est important que tu prennes soin de toi à travers tout ça. Donc, je vais lui proposer sur le côté plein de petites choses qu'ils peuvent faire pour prendre soin d'eux, prendre soin de leur énergie. Parce que pour les enfants aussi, ça les draine beaucoup. Puis un enfant drainé a des comportements que nous, on appelle dérangeants. Moi, je les appelle ici symptomatiques. Dans la maison, j'appelle ça dérangeant. Donc, 3 outils que vous pouvez aller récupérer sur le lien que je vous ai partagé. Okay. Je pense pour terminer avec cette question-là, j'ai 2 choses à rajouter. Si vous avez, souvent c'est les garçons qui ont plus d'énergie, faites-les bouger avant la journée. J'imagine qu'il y a des récréations, des moments de pause. Moi, les récrés, je les ai dit récréants. Moi, je devais me faire quand justement il y a des pauses entre nous, on avait un cours à 8h30, ensuite l'orthopédagogie à 9h30. Et un autre meet à 10h30. Puis entre, on avait des 15 minutes. Puis je les envoyais dehors 15 minutes. Donc c'était la récré, les filles, on s'habille, on s'en va dehors. Les enfants, comme ça bouge. Mais Mégane ne voulait pas. Hein? Ah non, je vais écouter un Peppa Pig. Non, il n'y a pas de Peppa Pig entre. Oui, mais on est à la maison, c'est différent. Non, l'école, tu n'écoutes pas de télé, tu n'écouteras pas de télé. Puis ceci dit, on va parler de la télé, là. Éviter toute forme d'écran de loisirs avant l'école et entre les moments d'école, parce que là, vous mettez une hache dans la capacité d'attention de l'enfant. Ça vient énormément jouer sur l'attention et même la motivation de l'enfant après. Puis même, là, nous, on parle d'une réalité d'un enfant au primaire, mais pour les parents, s'il y a des parents d'enfants au secondaire qui ont souvent leur cellulaire à eux, mais n'oubliez pas que c'est votre maison, sont en cours, il n'y a pas de téléphone à l'école. Il ne devrait pas avoir plus de téléphone ou de tablette. Parce qu'il y a plein de profs en ce moment qui disent qu'ils ont des jeunes, surtout des ados,
qui ont le nez constamment dans leur cellulaire en ce moment ou qui ferment la caméra pour ne pas être vus, puis quand le prof l'interpelle, il ne répond pas parce qu'il n'est pas concentré du tout. Ouais. Mais, OK, tu sais, je sais, malheureusement, je le vois parce que c'est à l'occasion des interventions policières à cette heure, quand les parents enlèvent les appareils. C'est malheureux, mais c'est rendu ça, mais c'est quand même votre responsabilité de parents de retirer. Puis sans chicaner puis le prendre de force, on peut expliquer pourquoi. C'est surtout expliquer pourquoi, puis les ados sont assez intelligents pour comprendre. Puis ils savent, on sait tous quand on fait des affaires correctes et pas correctes, là, puis ils savent très bien que c'est pas correct d'être sur, leur sel. Sauf que c'est tellement addictif, cette petite affaire-là dans notre main, qu'ils ne sont pas capables de s'en empêcher. Oui. On n'a pas le droit de parler au téléphone quand on chauffe, mais le monde ne sont pas capables de s'en empêcher, pareil. Même si ça coûte 500$. C'est à cause des accidents, puis les habitudes du monde, le monde qui sont crampés sur l'appareil. Mais tu sais, parler, trouver des solutions ensemble sans que ça vire en menace de mort, comme j'ai déjà vu. Mais je pense que vous êtes capable d'assurer un contrôle et d'expliquer les raisons que votre enfant est assez intelligent pour comprendre, et sensé pour comprendre que c'est une bonne chose de retirer cette petite affaire-là. C'est tellement facile de « Ah, je veux juste aller voir ». Puis, les jeunes sont bien plus ouverts à ce qu'on les aide dans la gestion des écrans qu'on pense. Bref, aparté sur ça, je travaille un super beau projet avec le regroupement des maisons des jeunes du Québec. Donc, je suis mandatée pour bâtir une formation sur développer des saines relations à l'ère des réseaux sociaux. Formation qui va être partagée, en fait, à tous les intervenants des 18 régions du Québec, des intervenants qui viennent des maisons des jeunes, et les partenaires. Donc, on parle de 700 environ intervenants. Et pour bâtir cette formation-là, on a fait beaucoup de démarches, beaucoup de recherches, des focus group auprès d'adolescents, des sondages. Et ce qui revenait vraiment, c'est on n'en a pas d'outils pour gérer nos écrans. On nous donne un appareil sans nous montrer comment les utiliser. Puis après ça, on nous chicane de comment on les utilise. Puis je suis incapable de me gérer. Donc, je ne suis plus capable de m'empêcher d'être sur l'écran. C'est plus fort que moi. Puis même moi, j'aimerais ça, mettre le bouton off à cette pression-là de regarder ou à cette dépendance-là. Donc, les jeunes ont besoin d'un discours qui n'est pas moralisateur. Ça ne marche pas, ces discours-là. De dans mon temps, on était bien correct, on n'était pas là-dessus. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ces discours-là. Donc, donner de l'information, expliquer en sachant qu'ils sont capables de comprendre, en considérant qu'ils sont capables de comprendre, demander-leur ce qu'ils en pensent, trouver des stratégies ensemble. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que je propose? Puis, après, bien, soyons responsables comme adultes qui encadrent. Puis, par moment, bien, ça demande d'imposer des limites et de s'assurer de les faire respecter pour le bon développement de l'enfant. Donc, la gestion des écrans, c'était vraiment une question justement qui est... On va y aller. Vas-y, on a fait le tour de l'autre question. Pas pire de celle-là. Le temps d'écran télévision doit avoir ses limites, mais où aller pour enlever notre culpabilité? Très dur de penser à faire professeur d'éducation physique, aller dehors, les faire bouger, prof d'art plastique, prof de français, maths, faire l'éducatrice avec les pour la plus jeune et la plus vieille, les devoirs, et ce, tout en travaillant. Fait que, plusieurs choses dans cette question-là. Le temps d'écran, mais où aller, doit avoir ses limites, mais où aller pour enlever notre culpabilité? La culpabilité, c'est une émotion qui n'est pas particulièrement agréable, mais qui est fortement utile si on l'utilise bien. Très utile. À la place de se taper sa tête quand on se sent coupable, on se sent coupable quand on sait qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas correct. On tourne un courant. Oui. On sait quand on fait quelque chose de bien, on sait tout à fait quand on fait quelque chose de pas bien. Quand on plug notre enfant devant la télé toute la journée pour travailler, on le sait très bien que ce n'est pas la solution. On parlait de priorité tantôt. Là. Ça se peut qu'on ait statut qu'il y a une chose qui est prioritaire que je dois faire sans me faire déranger le moins possible. Ça se peut que je prenne un film de 2 heures puis que je mette mon... Ça se peut aussi que je choisisse quel genre de film mon enfant va écouter. Il y a une différence entre Le Roi Lion puis un truc ultra stimulant. 2 heures de Pat' Patrouille ou un passe-partout, il y a une large différence. Il y a une différence entre du contenu éducatif qui est lent, qui est moins stimulant que des émissions Bob l'éponge, Ladybug, Pat' Patrouille. De voir aussi beaucoup de jeunes qui écoutent actuellement sur YouTube, ils écoutent des gamers. C'est super stimulant, c'est pas très instructif. Donc, allons-y pour
Ce sont les jouets, des jeux instructifs. Puis que les temps d'écran fassent partie de votre organisation, de votre planification en fonction de vos priorités. Parce que sinon, moi, ma réponse, c'est le moins possible des écrans, même si, comme parent, ça demande plus de travail et plus de conciliation. On s'en parlait. La pandémie a amené plein de choses particulières qu'on n'avait probablement jamais vues, dont les professeurs. Les enfants ont beaucoup de difficultés à s'ennuyer. Ils ne savent pas quoi faire dès qu'ils ont un moment de libre. Puis c'est probablement, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel, mais c'est probablement au fait qu'il n'y a plus de période d'ennui où tu vas stimuler ta créativité, que tu vas trouver des choses à faire, que tu vas t'inventer des jeux. Les périodes d'ennui sont comblées par des moments d'écran. Puis, je dis ça pour les enfants, mais c'est probablement vrai pour les adultes. On a des micro-moments d'attente, puis on sort le téléphone pour checker des affaires. Oui. Mais combien d'adultes écoutent une émission télévisée en même temps qu'ils sont sur leurs réseaux sociaux? Tu sais, je veux dire, on est ultra stimulés tout le temps. Puis, effectivement, au niveau des jeunes, ce qu'il faut savoir, d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus sur le temps maximum à s'exposer, mais ça joue entre 1 heure et 2 heures au gros maximum pour les adolescents, 2 heures, 1 heure maximum pour les élèves du préscolaire primaire. On suggère en bas de 5 ans. Il y en a qui disent en bas de 3 ans, pas d'écran. Il y en a qui disent en bas de 5 ans, pas d'écran. Certainement, quand ils sont jeunes, avec supervision, pas seuls devant un écran. Et on voit que chez les petits qui sont ou dans les maisons auxquelles il y a la télé qui joue du temps en continu, on voit que les gens se parlent moins parce qu'on va être plus attentif à ce qui se passe à l'écran. On parle moins avec l'enfant. Donc, l'enfant va intégrer un plus petit nombre de mots que ce qui est attendu pour son âge lorsqu'il est beaucoup exposé aux écrans. Là encore, beaucoup, c'est pas beaucoup, là. Tu sais, 2 heures, ça va très vite là, pour un ado. Combien d'ados écoutent beaucoup plus que 2 heures? Puis dans les statistiques derrière, où je faisais tout mon projet sur le regroupement des maisons des jeunes, ça tourne autour de 4 d'écrans de loisirs pour les adolescents. Donc, même dans la semaine, la fin de semaine, ça peut aller beaucoup plus haut que ça. Il y a des jeunes que moi, je vois ici en clinique qui, la fin de semaine, font du 7 heures d'écran de loisirs. Puis la semaine, c'est 2-3 heures. C'est déjà vraiment, vraiment trop. Parce que concrètement, les écrans de loisirs, ce qu'ils vont venir faire, c'est qu'ils vont venir libérer beaucoup de dopamine, qui sont l'hormone du plaisir. Donc, l'hormone du plaisir, le cerveau, il en veut, il aime ça. Ça nous donne un indicateur. Vas-y, continue, c'est le fun, c'est bon pour toi. Tout ce qui va nous donner une récompense va stimuler de la dopamine. Donc, quand on renforce l'enfant, par exemple, quand on est renforcement extérieur, intérieur, on sécrète de la dopamine, on a envie de recommencer. Mais les écrans stimulent de la dopamine comme il n'y a rien d'autre qui stimule la dopamine. Donc, si l'enfant s'expose 1h30, 2 heures, 3 heures d'écran de loisirs par jour, puis même si c'est découpé, ça va très vite, là. Un 15-20 minutes le matin, un 45 minutes à l'heure du dîner, une petite heure retour de l'école, puis une petite heure en soirée, ça va très vite. Et ça sécrète tellement de dopamine que le cerveau s'habitue à, moi, pour fonctionner, pour être stimulé, engagé dans une tâche, attentif, parce que pour être attentif, ça prend de la dopamine. Donc, je vais rouler qu'un niveau qui est très élevé. Mon cerveau va vouloir ça. Je crée cette attente-là dans mon cerveau. Et la pauvre Madame Julie qui est à l'écran là, en ce moment, qui fait des pieds et des mains pour stimuler votre enfant, elle permet d'être là, elle. Puis elle est une coche au-dessus des autres qui, habituellement, eux, sont là. Mais ça ne marche pas. L'enfant, concrètement, ce qu'on voit, et c'est ce qu'on observe dans nos bureaux, aussi en consultation, baisse d'attention de concentration, augmentation de l'impulsivité, difficulté à gérer les émotions, ça interfère avec la qualité du sommeil, ça nuit à l'engagement dans les activités. Concrètement, dans les écoles, les éducatrices vont dire que les enfants ont besoin des activités, depuis les dernières années, là, de plus en plus stimulantes pour que l'enfant reste attentif. Et en ce moment, on parle d'un niveau très bas, là, un temps très court d'attention vraiment avant qu'on voit que les jeunes décrochent. Et on ne va pas tout attribuer aux écrans non plus. Je ne veux pas les démoniser, mais ça a un impact vraiment, vraiment important et de plus en plus d'études sortent à ce sujet-là. Donc, c'est pas moi, Caroline Coiré, qui vous dit que nous, dans notre maison, les écrans, c'est non. C'est vraiment basé sur ce que la science dit, comment le cerveau se développe, les besoins de l'enfant aussi. Et clairement, on ne répond pas aux besoins développementaux des enfants en les exposant à autant d'écrans.
Même si c'est le fun, qui aime ça, on dit, oui, mais il apprend des belles affaires là-dessus. Dans la vie réelle aussi, il va apprendre bien des affaires. Il y a des affaires qui sont très, très pertinentes aussi. Donc, au niveau de combien de temps d'écran, on n'ira pas vous dire combien de temps faire dans votre maison, mais ce qu'il faut savoir, c'est au-delà de ce temps maximal-là, il y a des répercussions, il y a des conséquences sur le développement de l'enfant et ce n'est pas à négliger. Parce que ce qu'on voit cliniquement ici, ce n'est pas négligeable et c'est de plus en plus nombreux, c'est de plus en plus important. La gestion des écrans, c'est de plus en plus jeune. Des enfants de 5-6 ans qui sont addicts aux écrans. Ça n'a aucun sens. Mais on a une société de fous qui va très vite. On en demande beaucoup, beaucoup aux parents. On essaie de tout faire en même temps. Donc, on va être très honnête. Ça devient une bonne gardienne. Les enfants sont tranquilles sur les écrans, mais ça ne répond pas aux besoins développementaux des enfants et ça l'affecte, comme tu dis, la capacité à s'occuper. Les enfants en voiture se déplacent avec des écrans dans les mains. Au restaurant, quand on veut les faire attendre, ils ont des tablettes dans les mains. À l'épicerie, si on a le panier d'épicerie qui a une tablette dans les mains, qui a un cellulaire de maman-papa. Donc, on compte tous les moments d'attente. Et ça, à l'école, c'est pas comblé. À l'école, quand je dois attendre que Mme Julie réponde à ma question, que Mme Julie corrige mon truc, que je dois attendre que les autres élèves aient fini, que l'élève me prête le ballon. Ces moments d'attente-là deviennent extrêmement difficiles à gérer. Donc, si on le sait, qu'on dit, écoute, on n'a pas besoin d'un dessin, là. Si on le sait que si on fait trop d'écran, il y a eu des périodes, très honnêtement, en début de pandémie, j'ai dit, il y a bien trop d'écran dans notre maison, et je savais consciemment qu'il y avait trop d'écran. Pour une période, je me suis dit, là, j'essayais de survivre là, tout ça. Je me disais, je ne sais pas comment, le début de pandémie, c'était paniquant. Puis après, on me fait, oh, attends, ça ne va pas durer comme ça, là. OK, c'est pas. Là, au début, on parlait d'un temporaire 2 semaines, c'est ce qu'on pensait que la pandémie serait. Au début, on disait, OK, c'est temporaire. À un moment donné, temporaire, ça fait 2 ans que c'est temporaire. Donc, ça ne peut pas être temporaire 2 ans qu'on fait des spéciales pour les écrans pendant 2 ans de temps. Là. Ça ne marche pas. Puis, si comme parent, parce que là, c'est dur et c'est plate de se faire dire ça, le but, comme on l'avait déjà dit, c'est pas de créer de la culpabilité. Si vous êtes capable de prendre un pas de recul, puis effectivement, sans mauvaise arrière-pensée, je suis dans cette situation-là, mes enfants en écoutent trop. Mais parfait, c'est une opportunité d'observer ça, puis sans que ce soit nécessairement cette semaine qu'on va tout chambouler en plus de ça. Il nous reste du temps encore. Ouais. On va continuer. Puis le développement d'un enfant, ça se fait. Le développement d'un être humain, ça se fait toute sa vie. Fait que, si vous remarquez des comportements comme ça, ben, c'est parfait. C'est de l'information que vous avez. Là. On va lui montrer d'autres choses. Puis un bel outil là, que vous pouvez prendre. Apprenez à vos enfants à s'ennuyer. Ça s'apprend. Ça s'apprend puis ça se montre. Oui. Parce que j'invite aussi les parents à s'arrêter puis à s'ennuyer. Tu sais, quoi que là, on dit, ben, j'aimerais bien ça m'ennuyer, j'ai pas le temps de le faire. Ça, je comprends bien. Dans quelques semaines, vous essayerez ça. C'est ça, mais on voit quand même beaucoup de familles en clinique qui on travaille à diminuer, gérer les écrans des enfants et que l'enfant va dire, parce que ça s'applique à nous, ça ne s'applique pas aux parents. Donc, nos parents sont sur les écrans, mais nous, on ne peut pas. Donc, c'est pas cohérent. Donc, ça ne marche pas. Puis souvent, mais le parent me dit, je ne suis pas capable de m'arrêter. Quand je m'arrête, j'ai l'impression que je les fous. J'ai l'hamster qui me part, ça spinne, je ne me sens pas bien. Donc, on se gèle la tête sur les écrans. Puis ça, c'est questionnable. Ah, puis en fait, moi, la dernière fois, je m'assois, je suis dans mon sel. Mégane, papa, t'as dit qu'on n'écoutait pas d'écran? Ben, je prends mon sel, je le mets dans mes poches. Tu sais, les enfants, c'est un beau miroir. Ils nous reflètent ce qu'on dit puis ce qu'on a. Il faut le prendre bien humblement parce que c'est aussi difficile pour nous. C'est vrai que c'est addictif, cette cochonnerie. Ben, pour nous, c'est dur. Puis moi, je passe ma journée sur les écrans avec le travail, ma journée sur les réseaux sociaux aussi. Donc, c'est dur. Puis ça a déjà été une discussion. Puis je pense que ça s'est beaucoup réglé de l'an dernier dans les confidences de couple. Mais au moment donné, Joe me dit, ça ne marche pas, Karen, tu es tout le temps sur ton écran. Puis que je le sentais, que j'attrapais mon sel, puis je le sentais qu'il frustrait. Puis là, j'étais comme, OK, je suis tout le temps là-dessus, puis je n'étais pas capable de faire autrement. Ouais, ça fait, attends une minute, ça ne marche pas, là. C'est pas ce qu'on veut enseigner aux enfants, surtout. Ouais, puis physiquement, tu as enlevé des applications de ton téléphone. Ouais. C'est le même principe que tu as des biscuits dans ton armoire. C'est bien plus difficile de ne pas avoir. C'est bien plus facile de ne pas avoir de biscuits dans ton armoire pour ne pas manger que de te contrôler quand il y en a. Ouais. Donc, c'est ça. C'est de gérer aussi nos écrans.
Puis Julie Côté qui demande si j'ai un webinaire à ce sujet-là. J'en ai déjà donné des webinaires, je vais assurément en donner d'autres, surtout que là, je baigne dans les travaux, la lecture de revues scientifiques sur la gestion des écrans avec le regroupement des maisons des jeunes. Donc, c'est sûr que ça s'en vient de créer une formation. C'est dans le projet 2022, là, une formation très élaborée, concrète, pratique. Une version pour les parents, une version pour les intervenants professionnels de l'éducation et de la santé. Donc, ça va s'en venir. Ça va s'en venir. J'ai donné d'ailleurs, il y a 2 semaines, une formation à un groupe d'enseignants de l'école sur la gestion des écrans dans les écoles. Puis, la semaine d'après, c'était aux éducatrices. Donc, la gestion des écrans dans les services de garde. Donc, la question, était si on revient à notre question, elle était en 2 volets. Il y a le bout culpabilité versus écran. Puis après ça, très dur de penser à faire professeur d'éducation physique, prof d'art plastique, prof de français, l'éducatrice, puis les devoirs tout en travaillant. Ce qu'on va dire, c'est time out. Il n'y a personne qui vous demande ça. Puis il y a personne qui. Il y a peut-être que vous demandez ça. Mais dans les faits, personne qui est tenu à l'impossible. Il n'y a personne qui est capable de faire ça. Je pensais pas. Même au niveau des attentes de l'école, je vois beaucoup de parents, et en clinique et sur les réseaux sociaux, qui disent « Oh, ils nous en demandent beaucoup à l'école, ils nous en demandent beaucoup. » Mais moi, je travaille en collaboration avec ces profs-là, puis c'est pas pour tout ça qu'ils demandent. C'est vraiment, ils sont indulgents, ils n'ont pas les attentes que nous, on se met, mais nous, on ne veut pas être des mauvais parents. On ne veut pas avoir l'air des parents qui font ça en botch. On ne veut pas que le prof nous juge et dise bon, c'est bien ces parents-là qui aient l'air de s'en foutre. Mais c'est vraiment pas ça les attentes des profs. Mais je pense qu'on a une société super performante où on veut être super bon à job, super bon avec les enfants, super bon dans tout. On veut paraître bien. Puis ça vient de toucher une corde sensible de ouais, je suis obligée de te prouver que je ne suis pas un parent parfait. Fait que je pense qu'il y a quelque chose à se questionner sur ça. C'est vraiment une attente qu'on me demande ou c'est une exigence que moi je m'impose? Puis souvent, on est entre les deux. Si vous êtes dans... Parce que là, c'est une personne qui posait ça comme question, mais si vous êtes dans cette situation-là, c'est encore une super... Puis vous ressentez de la culpabilité, c'est une super belle occasion de prendre un pas de recul puis de s'observer un peu de l'extérieur en se disant ça se peut-tu que je me mette beaucoup trop d'attente, sur plein d'affaires, de la pression, puis est-ce que tout ça, c'est nécessaire? Est-ce que je suis heureux, moi, là-dedans? Oui. Ça se peut que non. Donc, revoir ses attentes. C'est vrai, cette semaine, puis ce qui va arriver aussi, c'est vrai, c'est une belle opportunité pour se regarder notre famille, puis prendre un pas de recul, évaluer ce qui fonctionne bien, puis ce qu'on voudrait améliorer, puis on est toujours capable d'améliorer. Si on fait des efforts conscients, on est toujours capable d'améliorer notre famille, notre couple, puis notre personne. Fait que... On regardera parce qu'il y avait plein de monde qui avait écrit, on a fait un webinaire sur la rentrée scolaire, puis tu avais parlé de Extreme Ownership, puis qui est dans la responsabilité absolue dans de Jocko Willink, qui est un auteur qui m'a fait découvrir, moi, c'est son gourou, puis il m'inspire énormément. C'est un gars des Navy Seals, des forces spéciales de l'armée, c'est comme ça qu'on dit en français, ça c'est tout ça l'équivalent. Puis moi, je le voyais lire ça, puis j'étais comme, bah, tes trucs d'armée, très honnêtement, ça ne m'intéresse pas pantoute. Puis, quoi que j'ai déjà, avant d'être, quand on s'est rencontrés, hein, j'étais dans les démarches, je rentrais dans l'armée, je voulais aller faire mon travail social dans l'armée, puis ils ont perdu mon dossier, puis ça nous a mis ensemble. Parce qu'il était mon entraîneur privé à la base. Puis, il m'entraînait pour que je quitte, pour que je rentre dans l'armée. Puis, bref, maintenant, l'armée ne m'intéresse plus de mien. Puis, que j'ai beaucoup d'empathie pour ce que les militaires peuvent vivre. Et tout ça pour amener à son livre ne m'intéressait pas de mienne, une affaire de responsabilité absolue de la militaire, je ne comprenais pas c'était quoi. Puis là, il n'arrêtait pas de me parler des concepts de responsabilité absolue, puis comment il faut prendre sur nous des responsabilités. Puis au début, je disais, voyons, j'en ai déjà 6 épaules. J'ai déjà cette tendance à prendre les choses sur mes épaules, et alors je ne prendrais pas les mots de la terre entière en plus. Puis moi, je suis comme, ah non, et c'était comme il allait bien, puis il en parlait, puis ça avait l'air comme super intéressant. Puis on a commencé à en parler, puis j'ai adoré, puis ça fait comme 1 an et demi qu'on est vraiment là-dedans, si on veut. Puis là, je dis, ben, je vais lire ce livre-là, extrêmement intéressant. Je vous suggère vraiment Responsabilité absolue, Jocko Willink. Il est pas mal plus cher en français qu'en anglais, donc si vous faites la lecture en anglais... ah oui, beaucoup plus facile à trouver aussi. Oui. Parce qu'en anglais, il est comme 22 sur Amazon, puis il est comme quasiment 60 en français. Bref. Puis la responsabilité absolue, tu l'as fait beaucoup avec moi, mais c'est de prendre responsabilité sur tout, même ce qui ne nous appartient pas. Puis là, c'est comme paniquant quand on l'entend comme ça. Mais d'exemple concret,
qu'on peut se donner, mettons, on a eu une discussion ensemble, tu ne comprends pas tout ce que je veux te dire, j'ai besoin que tu m'aides dans la maison, puis au lieu de dire, voyons, il ne comprend rien, puis il ne veut pas comprendre, puis, bien, je suis responsable du fait qu'il ne comprend pas ce dont j'ai besoin. Donc, si je suis responsable que tu ne comprends pas, je suis responsable de trouver des solutions pour que tu me comprennes mieux. Donc, si mon enfant, il mène le trouble, puis il y a plein de comportements désagréables, puis dérangeants, mais je suis responsable du fait que mon enfant ne sait pas se comporter, mon enfant n'a de rapport avec social, donc je suis responsable de trouver des stratégies pour enseigner à mon enfant à se comporter, à comprendre les règles, puis à développer ces compétences-là. C'est la beauté de la responsabilité absolue, puis je pense qu'on s'en fera un webinaire où on parle plus spécifiquement parce que c'est tellement de ça, intéressant. parce que moi, je trouve ça super, super intéressant. Mais si on s'approprie les problématiques, on s'approprie aussi les solutions. Quand on s'approprie les solutions, on se donne du pouvoir. On peut agir sur les choses, puis on se sort de l'impuissance. C'est la beauté. L'impuissance, c'est un des pires sentiments pour un être humain. Se sentir impuissant dans la situation. Puis présentement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sent impuissant. Puis on en reparlera, mais il y a plein de façons de prendre le contrôle sur la situation. Oui, puis en ce moment, c'est un bel exercice de ça. Oui. Puis, oui, c'est vraiment un bel exercice. Puis, j'avoue qu'au départ, c'est comme, on fait une minute, là, je ne vais pas trop en prendre sur mes épaules, mais vraiment, plus on est responsable, ça change tout d'être responsable. Puis, j'ose croire, c'est ce que je veux le plus enseigner ici en clinique, aux familles que je rencontre, aux parents, aux jeunes qui viennent à ma rencontre, de développer le sens des responsabilités. Ça change une vie complètement. Donc, soyons responsables en ce moment, puis voyons justement comment faire pour gérer les écrans, comment faire si je suis responsable de mon énergie, comment faire pour ne pas être drainé en fin de journée. Mais si je suis responsable, dans ma gestion, je suis responsable du fait que je suis complètement drainée à la fin de ma journée. Donc, je suis responsable de réorganiser mon énergie que je dépense dans ma journée pour me sentir bien quand j'arrive au bout de la ligne. On en reparlera plus en profondeur. Une dernière question? Oui, on va y aller. Les chicanes. Juste Marielle, oui, ça va être disponible en rediffusion directement après. Vous pouvez l'écouter directement sur la chaîne YouTube et la page Facebook. Dernière question, ça fait déjà une heure et plus d'une heure qu'on parle. Comment gérer les chicanes nombreuses avec un point d'exclamation entre deux frères, ça peut être des sœurs, lorsqu'on doit en même temps enseigner en synchrone à des élèves du primaire de 2 à 3 heures par jour? Le cœur de la question, c'est comment gérer les chicanes? Comment gérer les chicanes? Il y a comme tellement de sujets qu'on peut couvrir sur ça. Si on commence par la base avec la même genre de philosophie qu'on a depuis le début, des chicanes, c'est une interaction sociale. Ouais. Si on n'apprend pas à nos enfants comment gérer une chicane, puis qu'on la coupe dès qu'elle arrive, souvent, comme je crois qu'il se passe dans les cours d'école, des conflits. Et dans beaucoup de maisons. Et dans les maisons. On n'en veut pas de chicane. Non. Des conflits, ça arrive. Puis ça va arriver toute notre vie. Puis des conflits, ça se gère. Mais il faut apprendre à les gérer, ces conflits-là. Fait que moi, ce que je fais à la maison, quand j'entends une chicane, parce que souvent, c'est assez facile de bruit que j'entends, mais si j'ai l'opportunité, j'arrête ce que je fais. Puis je m'en vais saigner sans me faire voir, juste pour écouter. Je veux savoir c'est quoi le cœur de la chicane, qu'est-ce qui se passe, parce que mes enfants, je les aime, je les crois, mais je ne prends pas tout ce qu'ils me disent pour du cash. Heureusement, parce que c'est vrai. Et si je suis capable d'avoir assez d'informations sur la chicane, puis que si j'ai besoin d'intervenir, parce que je vais laisser la chicane se poursuivre, parce qu'il faut qu'ils apprennent à la régler. Puis si je la coupe, ils n'apprendront pas. Non. Si ça dégénère ou je vois que c'est un cul-de-sac puis il n'y a rien à faire, je vais descendre. Si j'ai assez d'informations, je vais aller sans moi les chicaner. Je vais leur expliquer qu'est-ce qui n'a pas été fait de correct. Ou le reste. C'est quoi le respect qui n'a pas eu lieu? Pourquoi ta soeur n'a pas aimé ça, se faire ça? Comment tu peux le gérer? Si je n'ai pas d'infos, je ne chicane pas. Ça, c'est quelque chose qu'on a statué très rapidement dans la maison. Puis c'est ce que je conseille d'ailleurs aux familles. Interviens pas sur ce que tu n'as pas vu. Tu ne l'as pas vu, tu ne le sais pas, parce que beaucoup d'enfants vont rapidement utiliser ça, ce qu'on parlait avant. Tu disais, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Tu piques. Ah, tu piques, oui. Tu piques ton frère. Oui. Tu piques ton frère. Quand il pète une coche, maman, il a fait ça, il m'a poussé, nanana. Puis là, bon, on sait bien, t'as encore poussé ton frère, puis t'as encore fait ça, puis il se fait chicaner.
mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Puis, à un moment donné, mais ça vaut la peine d'essayer de piquer, puis ça vaut la peine de ramener des affaires parce que ça se peut que l'autre se fasse chicaner. Puis, tu te dis, puis ça me fait très tantôt, tu te dis, des fois, on en chicane un au hasard parce qu'on ne sait même pas. Fait que t'empêches un, puis tu chicanes celle-là, cette fois-là, tu sais, ça ne marche pas. On ne peut pas intervenir de cette façon-là. Puis, je suis tout à fait d'accord que les enfants doivent apprendre à se chicaner, ils doivent apprendre à régler leurs conflits. Puis, c'est des interactions sociales qui sont extrêmement importantes à vivre. Il ne faut pas castrer ça, il ne faut pas les empêcher. Il ne faut surtout pas arriver avec nos gros sabots. Là. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Là, toi, fais ça, puis toi, fais ça. Non, il faut comprendre. Il faut les laisser chicaner. Puis combien de fois on va dire dans notre maison, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais j'ai confiance que vous êtes capable de trouver des solutions. Puis, tu sais, c'était longtemps. Ils ont juste 3 et 6 ans. Là, fait que, tu sais, des fois, les solutions, c'est pas... mais ça c'est une phrase que j'ai entendu Carole dire à Vanessa. Je fais « Oh mon Dieu, c'est la plus belle phrase du monde. » Je l'utilise tout le temps. Je leur remets la responsabilité. C'est pas parce que c'est pas grave que c'est pas important. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on leur dit souvent. C'est comme « Ah, c'est pas grave. » Ben, c'est pas parce que c'est pas grave que c'est pas important. Et le respect, c'est une ligne de base à la maison. C'est extrêmement important. Puis on ne tolérera pas de l'irrespect. Oui. Mais on est très responsabilisant, même sur... Tu sais, ça va arriver que, mettons, Jade va réagir, Mégane a piqué, Jade réagit fort. Là, Mégane, ouais, mais elle me fait ça, tu sais. Ouais, mais t'es responsable aussi de ce que tu as créé, Mégane, là. Tu la respectes pas, tu prends ces choses sans lui demander, à un moment donné, elle se fâche, ben c'est le résultat de ce que tu as créé, ben chouette. Donc là, tu n'es pas confortable avec ça. Donc, qu'est-ce que tu choisis de faire? Puis, c'est dur à entendre pour Mégane. Des fois, elle est comme, mais c'est ça, c'est de ma faute, tu sais. Mais tu fais partie du conflit, Mégane. Tu sais, tu n'as pas patte blanche là-dedans. Là. Ça, c'est super important d'intervenir auprès des deux. Parce que des fois, c'est comme, on va intervenir auprès de celui qui crie le plus fort. Tu sais, moment, ça crée bien des frustrations chez l'autre pour qui on prend tout le temps. Tu sais, ça crée du clivage entre les enfants aussi, puis on ne veut pas ce genre de conflit-là. Avec ma job, du monde qui chicane, j'en vois un puis un autre, puis le monde se chicane pas tout seul. Il y a toujours deux parties, fait que... Puis nous, dans le bureau, on voit toujours qu'il y a toujours 2 côtés de médaille. Oui, absolument. Okay. 2 côtés de médaille. Comment gérer les chicanes? Moi, je vous dirais, c'est pas à nous de gérer ça, c'est à nous de leur apprendre à gérer les chicanes. Encore là, on ne fera pas tout ça cette semaine. Cette semaine, elle va être difficile. Puis j'ai aimé ça, ce que tu as dit tantôt. Tu as dit, parce qu'on préparait les questions, puis tu as dit, on ne fera pas un miracle cette semaine, tu sais, on ne va pas comme régler rien. Parce que les parents demandent comment on va être plus autonome. Ils ne seront pas plus autonomes cette semaine. Comment on fait gérer les chicanes? Ils ne seront pas extraordinaires pour gérer leurs chicanes cette semaine. Ça ne se passera pas cette semaine. Mais par contre, faisons en sorte que ça se passe. Oui, qu'éventuellement, ça se passe. Et si on le met en lumière là, il n'y a pas de truc magique qui fait que là, attention, la solution clé arrive, il n'y aura jamais de chicane dans votre maison. Ça ne se peut pas. Puis ce serait inquiétant. Puis... donc, c'est ça. Ce que vous voyez dans votre maison-là, vous faites comme arc. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je vais vérifier si ça continue de même. Mais c'est là qu'on vient au principe de Peterson. Je te laisse le citer parce que tu le cites mieux que moi. Laisse pas ton enfant devenir... Jordan Peterson, il dit la même chose. C'est un psychologue, super intéressant. Effectivement, un psychologue canadien dit « Laisse pas ton enfant devenir une personne que tu n'aimeras pas. » C'est pas mot pour mot. Mais ça, c'est une traduction de l'anglais. C'est ça, mais ça veut quand même dire, tu sais, laisse pas ton enfant faire des choses pour lesquelles tu ne seras pas bien en sa présence. Parce que tu ne peux pas avoir du ressentiment envers ton enfant parce que tu as plus d'outils pour le faire souffrir que lui en a. Puis tu n'en auras jamais. Tu es un adulte, c'est un enfant. Tu es son parent. Fait que apprends-lui. C'est ta job de parent de lui apprendre les interactions sociales qui va faire que ça va être un être humain avec qui c'est agréable d'être en relation. Oui. Puis ça part de la relation qu'ils ont avec nous. Puis plus on travaille sur cette relation-là, puis qu'on leur donne des outils, je dis toujours, la maison, c'est un terrain de jeu safe. On peut tout essayer dans la maison, ayons l'indulgence de comprendre que les enfants sont en train de se développer, puis qu'ils font du mieux, puis ils utilisent les outils qu'on leur enseigne. Ils ne peuvent pas utiliser un truc qu'ils n'ont pas. Ils peuvent pas avoir une connaissance qu'ils n'ont pas. Donc, apprenons-leur, puis enseignons justement les stratégies d'enfants pour qu'ils gèrent leurs conflits, qu'ils soient plus attentifs, qu'ils soient plus concentrés, qu'ils soient capables d'organisation, qu'ils soient capables de développer leur autonomie. Mais tout ça, ça s'apprend. Ça ne s'apprend pas en une semaine. Donc, si cette semaine met en lumière des défis sur lesquels vous dites, ouais, ça, là, ça vaut la peine de travailler là-dessus, mais choisissez-en un, puis concrètement, faites-vous un plan. Puis ça n'a pas besoin d'être gros ni extraordinaire. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça soit un peu mieux? Donc, voilà les commentaires.
Naïma qui dit on doit savoir la source du conflit, écouter les deux et chercher des solutions. Mais oui, et des fois, on ne sait pas toujours c'est quoi la source du conflit parce que on prend le vase qui déborde, là, les enfants passent la journée ensemble, puis à un moment donné, c'est quand la sœur passe la croche que là, ça part puis ça pète, puis on est comme oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, t'as-tu foncé dans ta sœur intentionnellement? Et c'est pas ça du tout. Mais ils se sont picossés, gogossés toute la journée, il est arrivé des affaires de la journée. Donc, la source du conflit, est-ce que c'est vraiment qu'elle l'a accroché et c'est ça qui a déclenché? Donc, c'est là où faisons attention à la source du conflit, puis des fois, arrêtez de chercher la source. Parce que ça, je le vois beaucoup dans la gestion de l'anxiété. On veut chercher qu'est-ce qui te rend anxieux. C'est quoi la bébite qui est arrivée aujourd'hui? C'est quoi l'événement là, qui fait que tu ne files pas? Puis plus souvent qu'autrement, c'est une accumulation de choses qui te rendent inconfortable, qui éventuellement amènent de l'angoisse, de l'anxiété. Donc, chercher la source, oui, mais j'ai un bémol là-dessus. Des fois, travaillons dans... Ben, là, on ne sait pas c'est quoi, non. Mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire là pour t'aider à aller mieux? Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour aller juste un petit peu mieux? Dis-moi comment t'aider. Je ne le sais pas, ça se peut qu'on ne le sache pas. Ou on peut quand même dire aux enfants, j'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, clairement, vous ne filez pas, vous êtes super en colère tous les deux. Qu'est-ce que vous pouvez faire là, pour prendre soin de vous? Ça peut être carrément aussi simple que ça. C'est un peu des questions qui pourraient bénéficier à plusieurs personnes. Mais pendant que Caro regarde, si je veux faire un petit wrap-up de ce qu'on a dit. Revoyez. Juste avant de faire le wrap-up, vu qu'on avait beaucoup de questions de profs, oui, juste voir le petit, très rapidement, il y a beaucoup d'enseignants qui nous ont écrit pour dire là, je gère et du travail, télétravail et mon enfant à l'école. Comment je fais pour survivre à ça? J'ai envie de vous dire, il n'y aura pas de miracle qui va se passer. Puis s'il vous plaît, comme parents, n'ayons pas cette pression-là qu'on envoie à nos profs. Alors, dernièrement, je donnais des conseils pour le milieu de travail. Donc, je vais vous les redonner à vous. Gérer les attentes avant coup, ça va diminuer votre pression. Expliquez à vos élèves que vous êtes, vous aussi, en télétravail, que c'est complexe pour vous, cette organisation-là. Vous allez faire de votre mieux pour leur enseigner, comme vous le faites à l'école, à votre mieux, puis que vous comptez sur leur aide, sur leur indulgence, sur leur respect pour vous aider à faire leur travail, pour que vous puissiez les aider. Envoyez un courriel aux parents aussi. Ça prend 3 minutes, ça va vous libérer de la pression sur ses épaules. Dire bonjour, chers parents, sachez que je compatis beaucoup avec votre situation de conciliation. Je suis dans la même situation. Je dois moi aussi prendre soin de mes enfants et essayer d'enseigner à vos enfants. Donc, si vous entendez les miens, si vous sentez à certains moments que je dois quitter l'écran, merci à l'avance de votre respect, de votre indulgence. Je nous souhaite bon courage à tous. On va se donner les moyens pour prendre une belle semaine. Gérer les attentes avant coup. Je pense que, pour de vrai, je ne vois pas un parent qui dirait moi, c'est super dur la conciliation, mais toi, vu que tu es prof, il faut que tu sortes des trucs miracles et ça se passe bien. Donc, on gère les attentes à l'avance. Je pense que ça va diminuer la pression sur les profs. Puis les parents, envoyez donc un message à l'enseignant, dire merci d'être là, on comprend si ça ne se déroule pas parfaitement, on est indulgent, on est compréhensif, bravo pour votre travail. Ça va limiter la pression sur les profs aussi. Cette semaine, puis pour les prochaines semaines, puis pour le restant de cette charmante pandémie, essayez de changer votre état d'esprit. Prenez un pas de recul. Arrêtez d'être autant dedans puis de vivre. On est tous capables de prendre un pas de recul et d'observer la situation. Ça l'aide drôlement à prendre des décisions qui sont plus éclairées. Revoyez vos attentes personnelles de votre vie de famille. Concentrez-vous sur l'essentiel. Établissez vos priorités comme personne, comme couple, comme famille. C'est quoi à quoi vous vous attendez? Pour cette semaine, si vous avez des choses que vous pouvez reporter, que ce n'est pas absolument essentiel, clairez le plus à faire, mettez-les sur la pile si c'est possible. Prévoyez de passer des moments avec vos enfants où vous êtes 100% avec vos enfants. Quand vous êtes avec eux, soyez avec eux à 100%. Le téléphone, domptez ça dans un tiroir à quelque part, puis amusez-vous avec. Vous allez voir, ça fait des petits miracles. Quand après, tu dis, OK, on passe 15 minutes avec, moi, je me tiraille avec les filles. Là. Fait que, je ne peux pas être plus avec eux que quand avec eux, ça libère l'énergie. Ouais. Ça me donne du temps à moi. Mais après ça, ils ont fait le plein de relations, d'amour. Ils sont plus capables de fonctionner par la suite. Puis,
Faites équipe avec votre partenaire de Avec vie. les enfants. Faites équipe avec les enfants. Parlez-vous. Vous êtes capable d'établir un cadre, tout le monde ensemble, des façons de fonctionner. Dire, hey, c'est ça qu'on avait dit, on est capable de faire ça. Mettez-vous des cadres qui sont atteignables pour tout le monde, par exemple. Le cadre, c'est pas ce que toi, tu désires. C'est ce que tout le monde est capable de faire. Ça, c'est une belle nuance. Le cadre n'est pas ce que tu désires, c'est ce que tout le monde est capable de faire. Puis si vous voulez, ça, des trucs, un rappel, des trucs, oui, vous pouvez écouter en rediffusion et le webinaire de la semaine dernière, dans lequel je donnais des stratégies très concrètes pour l'organisation du travail, l'organisation du télétravail. Sur mon site web aussi, je vous ai mis le lien pour télécharger les outils. Mais si vous allez dans la section blog, j'ai déposé 4 articles sur des stratégies, là, vraiment là, énumérer des stratégies pour faciliter la gestion de l'attention et concentration des enfants, l'organisation devant leur appareil. Des conseils pour vous en télépratique, des conseils pour l'harmonie dans la maison. Donc, il y a 4 articles dans lesquels vous allez avoir beaucoup d'informations et n'hésitez pas à aller le chercher. Revoir ça, puis vraiment, les attentes, on diminue les attentes, puis on se rappelle que même si c'est, je l'ai dit la semaine dernière, même si c'est temporaire, ça fait partie de notre trajectoire de vie. Tu sais, c'est temporaire, la situation est temporaire depuis 2 ans, puis pour Mégane, c'est le tiers de sa vie, puis il y a un tiers là-dessus qu'elle ne se rappelle pas. Donc, on ne peut pas faire comme si c'est encapsulé dans le temps, puis quand c'est fini, thank God, c'est fini, puis on n'en reparle plus, là. Ça a des impacts sur le développement. Donc, sachant que tout ce qu'on vit est important, bien, prenons soin de ça, soyons ultra responsables, puis donnons-nous les moyens que ça se passe bien dans notre maison. Et je veux juste apporter une nuance, parce qu'on a dit beaucoup diminuer les attentes, diminuer les attentes, diminuer les attentes. Et il y a une dichotomie là-dedans. Diminuer les attentes, ça veut dire ôter ce qui n'est pas nécessaire. Ouais. Mais ce qui est nécessaire, gardez autant votre rigueur, puis ce qui est puis les choses sont des importantes. Ça. De façon, ouais, diminuer les attentes, ça ne veut pas dire diminuer, de ne plus être rigoureux, de ne plus faire d'efforts. C'est ôte de l'énergie là où ce n'est pas important pour garder ton énergie où c'est important. C'est pas, il n'y a plus rien de grave, puis on s'en fout de toute façon. C'est juste une semaine, puis après ça, on retourne à l'école de toute façon. C'est ça. Donc, c'est important. Tes attentes, mais ce qui est important, c'est important, puis ça mérite qu'on fasse des efforts pour qu'on soit rigoureux. Puis, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits bouts de leur histoire par courriel suite au dernier webinaire qui me disaient « Hey, j'ai mis tel truc à la maison, puis ça a vraiment fait du bien, puis on passe des belles journées. » Puis, n'hésitez pas à me les envoyer par courriel. Via mon site web, vous avez trouvé notre adresse courriel, info@pasapa.ca, directement sur la page Facebook. Vous nous envoyez aussi des idées de webinaires qu'on pourrait faire pour vous aider, autant moi que mon équipe clinique ou nous comme parents aussi. C'est ça, juste comme parents. On n'est pas. C'est ça, humblement comme parents. C'est ça, humblement, on n'est pas meilleur que personne, mais. Puis on peut appuyer certainement par nos expériences professionnelles. Toi, ton bagage en santé mentale, moi, mon bagage d'intervenant. On peut assurément couvrir des sujets familiales, mais on n'est pas différents. On vit les mêmes problématiques, puis on peut juste s'en parler ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va recommencer cette formule-là sur une base assez régulière. On va trouver une méthode, on va organiser ça. Oui, ça va nous faire plaisir de répondre à des questions. Puis, quand on a des questions, c'est pas qu'on a les réponses, c'est que ça nous permet de réfléchir à des réponses. On ne sort pas tout ça. On n'est pas si merveilleux que ça. Fait que, ça nous permet de réfléchir, nous, ça nous permet de grandir et de se poser des questions. C'est comme ça qu'on se développe. Ça va nous faire tellement plaisir d'interagir. Puis en plus, tout ce qu'on se discute là, après, on le revoit à la maison aussi. Oui, c'est ça. On se dit, OK, ben nous, comment on met plus ça, comment on fait moins ça, comment. Donc, c'est bénéfique aussi. Donc, je vais faire une petite tournée de messages. Judith qui dit, avec 2 cocos de 5 et 8 ans, j'ai modifié mon horaire de télétravail à la maison. Je débute à 6h30 et je prends une plus longue pause sur l'heure du dîner. Effectivement, diminuer nos attentes et en profiter pour développer l'autonomie. Parfait. Super. Sharon qui dit très intéressant, merci. Merci Regina qui dit merci beaucoup à vous deux pour ce beau webinaire. Naïma qui dit vous êtes un bon guide, j'apprécie pour ce que vous dites. Merci Naïma. Sophie qui dit merci, très intéressant. C'est toujours un peu gênant de lire les commentaires comme ça, ça fait plaisir à recevoir. Là, je lis à Joe aussi pour qu'ils puissent les voir. Christine qui dit merci, j'aurais aimé être là au début de la vidéo, c'est disponible en rediffusion. Direct quand on finit, la vidéo va télécharger et elle va être disponible. Donc, vous allez tout pouvoir écouter en rediffusion.
On dit « Wow, Julie, wow, merci pour ce beau webinaire. Vous faites une superbe équipe et vous êtes inspirant. Merci beaucoup. » Tu sais, c'est super gentil de nous dire ça. Moi, je veux juste vous dire que je ne connais pas l'état de votre couple, de votre relation, mais tout le monde est capable d'avoir ce genre de relation-là. Il faut juste le vouloir et faire les efforts nécessaires. Fait que, si tu vois un modèle, tu te dis j'aimerais ça être comme ça, et on s'appuie tous sur des modèles. Moi, je suis la personne que je suis à cause des personnes qui m'inspirent, puis je veux ressembler, puis je fais des efforts conscients pour être la personne que je suis aujourd'hui. Mais s'il y a quelque chose qui vous inspire, que ce soit nous, que ce soit d'autres personnes, oui, comment vous pouvez mettre plus de ça dans votre vie? Oui. Vous êtes capable de faire les efforts. Ça prend des efforts, mais vous êtes capable de le faire. Oui, parce que ça nous en prend aussi des efforts pour... je considère qu'on a une très belle relation de couple. Hein. Puis, mais c'est des efforts conscients tout le temps. Puis beaucoup parler, revenir sur des choses, se rectifier, changer les choses, essayer, dire ça marche, ça marche pas. Mais c'est des efforts conscients tout le temps. Puis ça porte fruit. Puis je pense pas qu'on a rien d'exceptionnel qui fait que on peut pas mettre ça en place. On est une famille bien ordinaire comme les autres. Puis on fait les efforts qu'on peut pour que ça se passe. Donc ça fait pas mal le tour. On va prendre le temps de relire les commentaires. Quelqu'un dit j'ai aimé vous voir, mon Dieu, c'est la première fois que je vous écoute, mais pas la dernière. Merci. Okay, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Ça nous a fait très, très plaisir d'être là. Puis on va pouvoir se retrouver bientôt. Que je vous redépose une dernière fois le lien. Je vais coller ici. Et voilà. Vous pouvez télécharger les outils qui sont là, sont disponibles, sont gratuits sur mon site web. Vous pouvez repartager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Repartager les outils, les articles avec grand plaisir si on peut contribuer à aider les autres à ce que tout le monde se sente mieux. Bien, ça devrait faire du bien à tout le monde. Okay, merci beaucoup. Bonne soirée.